Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Capucine, ostéopathe et spécialiste en périnatalité. Je suis avec le Dr H, dermatologue et spécialiste en médecine interne. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une maladie qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os ou SED, qui est quelque chose qui n'est pas très connu mais assez courant finalement. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome ? Vous vous rendez compte, Capucine, qu'il y a à peine quelques années, 5 à 6 ans, ce syndrome d'Ehlers dans l'os, qu'on appelle résumé le SED, était considéré comme une maladie orpheline, comme une maladie rare. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça touche une personne sur 5000, ce qui est énorme. Mais il y a encore la croyance que cette maladie serait une forme particulière qu'on rencontre chez des artistes et élucubrateurs ou je ne sais pas, équilibristes de cirque. Non, cette maladie qui certes est caractérisée par une laxité, extensibilité du tissu conjonctif, touche énormément de personnes à des degrés divers. Quels sont les signes et les problématiques rencontrées dans cette maladie? Donc vous avez parlé d'hyperlaxité dans un premier temps. Alors, vous qui êtes ostéopathe, Capucine, vous avez rarement vu des personnes venant pour ce syndrome. Non, ça c'est sûr. Et je pense que les ostéopathes ne sont pas forcément au courant que cette maladie existe, mais c'est clair que c'est une pathologie qu'on rencontre forcément en cabinet d'ostéopathie, puisque ça va donner des troubles ostéo-articulaires, donc qui sont vraiment le cœur du métier d'ostéopathe. Donc c'est une maladie qu'on va rencontrer énormément. Donc effectivement, soit la personne consulte pour une tendinopathie, des tendinopathies, des entorses, des douleurs tendineuses, des complications sur les tendons, voire même, mais là ça devient tellement évident que ça ne pose pas de problème, des luxations, c'est-à-dire les articulations se déboîtent. Mais ça c'est le mode de présentation le plus rare de ce syndrome. Les personnes vont venir pour autre chose. Ils vont venir parce qu'ils ont des douleurs partout. Le maître mot de ce syndrome, c'est « j'ai mal partout ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire partout ? Sur le corps, dans les muscles, dans les articulations, parfois même dans des endroits particuliers, comme au niveau de la sphère génitale chez la femme, avec des douleurs qu'on appelle vestibulodynie. Il va y avoir dans ce syndrome des problèmes liés au dysfonctionnement du système neurovégétatif, avec des douleurs abdominales. Le fameux nerf vague, le pneumogastrique, va être impliqué. On va avoir des douleurs abdominales, on va avoir des troubles de la microcirculation, on va avoir de l'hypersudation, on va avoir quoi ? Des acouphènes, des bruits dans les oreilles, des vertiges, tous ces tableaux que les médecins ont du mal d'appréhender. Parce que si on ne s'occupe que de l'acouphène ou du vertige, on ne va pas trouver la raison pour laquelle on a cela. Eh bien, ces symptômes-là font partie souvent du syndrome d'Ehlers dans l'os. Et donc, il faut savoir l'évoquer. Comment ? Donc, il y a un test simple de voir si vous avez une hyperlaxité. Ce qui est votre cas. Presque. Voilà, donc, si vous arrivez à toucher avec votre pouce l'avant-bras, il y a un syndrome d'hyperlaxité. Alors, le signe probablement le plus pertinent est celui de mettre le pouce à l'intérieur et de fléchir vos doigts, et le fait que le pouce ressorte, eh bien écoutez, je ne devrais pas trahir ce secret médical, mais visiblement, j'ai sans doute un syndrome d'hyperlaxité, effectivement. Alors ceci veut dire quoi en soi ? Soit vous le vivez bien, il n'y a pas de problème, soit vous allez faire des entorses, peut-être des luxations, mais il peut y avoir d'autres problèmes. Dans la famille, ou chez vous, soit des personnes qui ont le thorax en creux, qu'on appelle pectus excavatum, soit au contraire en bosse, ce qu'on appelle des thorax en carène. Il peut y avoir dans cette famille de maladies du tissu collagène, conjonctif, des pneumothorax, de l'air entre les poumons, vous voyez, dans la plèvre. Voilà des choses que l'interrogatoire du médecin vont rechercher.
Parce que, quel que soit le motif de consultation, si vous venez pour des douleurs abdominales, si vous venez parce que vous avez des décrochements de la mâchoire, qui est une autre mode de présentation, eh bien, je devrais trouver tout ça. Je devrais aller trouver les acouphènes que vous avez, les vertiges que vous avez. Et donc, c'est vraiment un travail d'interrogatoire du médecin traitant pour qu'il arrive à poser ce diagnostic. Alors, il arrive très souvent que je prononce ce diagnostic pour un malade, que j'informe le médecin traitant de cela. Et le médecin, qui lui a appris seulement ces formes particulières où les personnes sont capables de tourner quasiment la tête à 360 degrés ou de toucher quasiment les coudes dans le dos, le médecin ne peut pas croire que son patient qui est en face de lui, qui va plutôt bien globalement, ait ce syndrome. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, les définitions et les études ont montré que ces 13 variétés de syndrome d'Ehlers-Danlos que l'on connaît peuvent se présenter de façon extrêmement mineure. Il arrive aussi parfois que ce syndrome se révèle par des atteintes artérielles. Parce que le tissu collagène se trouve dans la peau, dans les artères et dans l'intestin. Et donc, cette fragilité va peut-être entraîner une rupture spontanée d'une artère, mais également au moment de l'accouchement. Avec une augmentation des risques d'hémorragie de la délivrance. Donc c'est intéressant de savoir, pour une femme, si elle a ce syndrome, même si dans la vie courante, ça ne pose pas forcément de problème, mis à part des entorses. Puis ça dépend aussi de la forme, si c'est une forme légère ou plus grave. Et ensuite, est-ce que... donc là, on a vu un petit peu toutes les complications de cette maladie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Alors, pour les vasculaires, il y a les fameuses dissections des artères carotides ou vertébrales qui, vous savez qu'il y a une cause d'AVC du sujet jeune, accident vasculaire cérébral du sujet jeune. Ce sujet qui n'a pas de facteur de risque, pas de cholestérol, qui ne fume pas et qui fait un AVC spontanément. Eh bien, il y a quelques années, on était incapable de trouver la cause. Aujourd'hui, grâce à l'IRM, on sait que c'est un hématome de la paroi de l'artère, probablement chez des personnes qui ont cette fragilité du tissu collagène. Donc nous avons vu la peau, les artères, et il reste l'intestin. L'intestin. Et c'est pourquoi beaucoup de ces patients consultent aussi pour des douleurs abdominales. J'ai mal au ventre, j'ai des ballonnements, j'ai des gaz, peu importe la façon dont les douleurs s'expriment, eh bien soit c'est simplement dû à la maladie elle-même de l'anomalie du tissu conjonctif, soit cela est dû à une intolérance au gluten. Le revoilà, le fameux gluten. Eh bien, les gens qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos sont beaucoup plus sensibles au gluten. Et pourquoi? Ah, ben je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous allez me le dire. Pourtant, vous en savez des choses. Oui. Peut-être vous pouvez l'exprimer avec un terme plus franc-comtois, du patois franc-comtois. Que dit-on quand on ne sait pas? Je n'en ai pas vu la cause, je n'en ai pas vu l'objet. Bref. Pourquoi les personnes qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos sont plus sensibles au gluten? Parce que leur tissu conjonctif va se trouver autour de l'intestin. Ce tissu conjonctif qui est de mauvaise qualité va permettre ce qu'on appelle le leaky gut, intestin perméable, qui va laisser rentrer des molécules pathologiques. Et c'est sur ce terrain que le gluten va jouer son action toxique et douloureuse et dangereuse. Ce gluten, alors, il y a à peine 4 ou 5 ans, on ignorait tout cela. Et puis, une de mes élèves, Lauriane Louvrier, a fait une thèse sur ce sujet. Elle était quasiment la première. Et puis ensuite, les Suédois, tiens, vous êtes en Suède. Et puis les Israéliens ont publié des articles qui ont montré qu'il y avait une proportionnalité entre la laxité de vos articulations et l'intolérance au gluten dans l'intestin. Donc il faut savoir y penser. Et cette intolérance au gluten découle vraisemblablement d'une intolérance aux produits laitiers. Et parmi les enfants qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos, beaucoup d'entre eux ont eu des otites, rhinopharyngites, du fait d'une intolérance aux produits laitiers. Vous voyez la complexité des choses. Donc on vient vous voir pour des douleurs abdominales, vous trouvez l'hyperlaxité et vous en déduisez qu'il y a peut-être une intolérance au gluten. On vient vous voir pour des acouphènes, vous trouvez la laxité et vous allez explorer par les questions l'intestin de cette personne et peut-être résoudre
des problèmes contre lesquels elle s'est battue toute sa vie. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu toutes ces questions, on vous a préparé une vidéo gratuite que vous pouvez télécharger dans le lien juste en dessous, dans lequel on aborde un peu plus tous ces sujets-là, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement aujourd'hui, demain, pour améliorer votre santé, quelles sont les vitamines que vous pouvez prendre au quotidien, et puis on détaille un petit peu plus ces problèmes de gluten et de lactose. Donc on espère vraiment que ça peut améliorer votre santé. Pour en revenir à ce syndrome d'Ehlers dans l'os, est-ce qu'aujourd'hui on a des traitements? Alors, il n'y a pas de marqueur biologique déjà. C'est assez embêtant. Les médecins aiment avoir un anticorps, avoir un dosage pour dire vous avez ceci. Non, il faut revenir à la médecine clinicienne, la médecine pratique faite de signes, de symptômes, et savoir qu'en les réunissant, comme les éléments d'un puzzle, eh bien, 5 éléments du puzzle suffisent à poser le diagnostic de cette maladie qui comporte par exemple 9 ou 10 critères, parce qu'on la voit déjà et que les autres critères vont arriver au cours de la vie. Je me souviens, petite anecdote, une de mes internes qui conclut vers un de mes patients « Ah non, monsieur, cette personne n'a pas de syndrome d'Ehlers dans l'os. » Elle avait coché tous les critères. Il en manquait un, c'était le trouble vasculaire. Faudra-t-il attendre une rupture d'une artère pour dire enfin il y a ce syndrome? Non, il faut se projeter. Les classifications servent aux études cliniques, mais pas à la prise en charge d'un malade. On doit poser un diagnostic avant qu'il y ait tous les critères. Donc il n'y a pas de marqueur diagnostique et il n'y a pas de traitement, sauf quand même ceux parmi les patients qui ont syndrome, qui sont intolérants au gluten, le fait de supprimer le gluten va améliorer l'état de leurs articulations. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a, bien entendu, toute la place des rééducateurs qui s'impliquent énormément dans ce syndrome, avec des moyens d'orthèse, des matelas, des coussins, des vêtements spéciaux, parce que dans des formes très graves, la personne n'arrive plus à tenir debout, les articulations ne tiennent plus en place. Les ligaments sont tellement faibles qu'on est un peu comme un pantin. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ont cela et qu'aucun médecin n'a pu encore dépister, faute peut-être de connaître cette nouvelle vision que l'on doit avoir de la maladie. Je vous remercie et j'espère que ça va aider un certain nombre d'entre vous qui se reconnaissent dans ce syndrome d'Ehlers dans l'os et que ça vous donnera des pistes pour aller mieux, pour vous prendre en charge et essayer des changements dans votre vie pour améliorer votre santé. N'hésitez pas à nous laisser un like, à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient être concernées par ce syndrome d'Ehlers dans l'os. Et on vous souhaite à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.